Philosophie, l'émission de Blandine Kriégel, consacrée à l'actualité des philosophes. L'émission de Blandine Kriégel Philosophie, consacrée à l'histoire des philosophes, porte aujourd'hui sur Épicure et la fin de la philosophie antique. Parmi nos invités, Monique Cantos-Sperber, philosophe et essayiste, ancienne directrice de l'École normale supérieure et de Paris Sciences Lettres, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier qui a été consacré au libéralisme. Marielle David, psychanalyste et pédopsychiatre, que nous retrouvons avec plaisir chaque semaine, ainsi que l'historien et géopolitologue Alexandre Adler, bien connu de nos auditeurs. Et nous commençons par la lecture d'un texte des Lettres d'Épicure. Quand on est jeune, il ne faut pas hésiter à philosopher, et quand on est vieux, il ne faut pas se lasser de philosopher. Il n'est jamais ni trop tôt ni trop tard pour prendre soin de son âme. Il ne sert de rien de s'être assuré la tranquillité pour les choses humaines quand on a sur les choses du ciel et de la terre, et pour dire le mot sur les choses de l'infini, que des conjectures fausses. L'univers est formé des corps. Parmi les corps, les uns sont composés, les autres sont des éléments. Ces derniers sont les atomes indivisibles et immuables. L'univers est fini par le nombre de corps qu'il contient et par l'immensité du vide qu'il renferme. Le mouvement des atomes n'a pas eu de commencement, car les atomes sont aussi éternels que le vide. Il faut comprendre que parmi les désirs, les uns sont naturels et les autres vains. Une théorie véridique des désirs sait rapporter les désirs à la santé du corps et à l'ataraxie de l'âme, puisque c'est là la fin d'une vie bienheureuse. Lorsque nous disons que le plaisir est le souverain bien, nous ne parlons pas du plaisir des débauchés, nous parlons de l'absence de souffrance physique et de l'absence de trouble moral. Le plus grand bien, c'est donc la prudence, source de toutes les vertus qui nous apprennent qu'on ne peut parvenir à la vie heureuse sans la prudence, l'honnêteté et la justice. Le sage ne croit pas comme la foule que la fortune soit une divinité, car un dieu ne peut agir de façon désordonnée. Il vaut mieux faire de bons calculs, même malchanceux, qu'avoir de la chance après de mauvais calculs. Attache-toi donc à ces idées, et tu vivras parmi les hommes comme un dieu. Merci Alexis, car avec Épicure, 341-270, né à Samos, fondateur de l'école du Jardin à Athènes, nous retrouvons les temps troublés de la fin de la civilisation des républiques de cité, peut-être la fin des républiques antiques, ou la fin de la philosophie antique, plus exactement. Et donc ce philosophe a développé des idées dans un jardin, n'est-ce pas, retour aux arbres, retour à la nature, dans un cercle, un enclos protégé, ouvert aux esclaves, bref, une communauté d'amis. Alors la plupart de ses œuvres, 300 au moins, sont perdues, mais nous avons ces lettres compilées par Diogène Laërce. Que faut-il retenir, n'est-ce pas, des extraits de ce texte que nous avons pris de ces lettres ? Je crois principalement dans ce texte une philosophie, une physique et une éthique. D'abord, une injonction de philosophie. On doit philosopher quand on est jeune, mais aussi quand on est vieux, à tout moment de la vie pour prendre soin de l'âme. Cette philosophie, parce que l'homme est dans la nature, son disciple Lucrèce versifiera cette philosophie dans le De Natura Rerum, doit commencer par une physique. Et la physique est le premier des remèdes que propose Épicure. Et elle a fait grand bruit. Héritée de Démocrite, elle rompt avec celle d'Aristote, dont nous avions dit quelques mots. En effet, ce qu'elle développe, c'est une conception atomistique d'un univers infini, d'ailleurs fondé sur des observations météorologiques, les nuages, les tourbillons, qui affirme l'existence des atomes, de l'infini et du vide. Alors bien sûr, nous savons tous qu'elle aura une très grande postérité dans la physique moderne, de Galilée, de Descartes, de Newton, qu'elle a été redécouverte à la Renaissance. Mais même si on dit que ce n'est pas tout à fait la même chose aujourd'hui, certains commentateurs le disent. Troisièmement, une éthique, des règles pour le bonheur et la vie bonne. Et pour Épicure, le plaisir est l'origine du bien, la douleur est l'origine du mal, mais il faut serrer les désirs, contrairement d'ailleurs aux idées communes reçues sur l'épicurisme, n'est-ce pas ? Car le texte le dit très bien, il ne s'agit pas de s'abandonner à la jouissance, mais de mettre en œuvre, au contraire, une ascèse calculée
quelquefois d'ailleurs qui repose sur la diminution des besoins pour parvenir à la santé du corps et à la paix de l'âme. Enfin, il faut s'éloigner de la crainte des dieux et de la mort à partir d'une conception non anthropologique du divin et d'un refus de la superstition de la fortune. On retiendra cette formule extraordinaire que les dieux, n'est-ce pas, ne sont pas désordonnés. Donc il existe un ordre du monde et substitué par conséquent à l'idée de la chance et de la malchance, qui était très puissante dans l'Antiquité, très puissante encore dans le début des temps modernes, le calcul des déterminations. Bref, une éthique de la justice et de la prudence au sein d'un cercle d'amis, un cercle des cercles, ouvert sur le monde qui fera de l'homme un dieu, dit-il. Il y a encore chez les Épicures, et j'en terminerai là, une théorie originelle de la connaissance, fondée sur les sensations. La sensation comme choc de simulacre des atomes émis par les corps, un choc des corps, mais nous n'aurons pas à le commenter immédiatement. Alors, très rapidement, eh bien, je me tourne vers Monique Cantos-Sperber. Au fond, cette philosophie très profonde d'Épicure, dont nous n'avons qu'un très bref extrait, vous, Monique Cantos-Sperber, qui est une grande spécialiste de la philosophie poétique antique, quoique beaucoup vous connaissent davantage pour votre philosophie morale, mais je sais que vous avez enseigné cette philosophie antique pendant de longues années, vous avez écrit. Au fond, nous comptons sur vous pour répondre aux questions plus générales que nous nous posons sur l'ensemble de cette philosophie que nous venons de traverser après les penseurs présocratiques, Aristote, Platon, les stoïciens, et aujourd'hui les épicuriens. Et nous voudrions que vous nous aidiez à récapituler ces principes fondamentaux. Alors, au fond, première question, trouvez-vous une unité? Et si c'est le cas, laquelle? Deuxième question que je voudrais vous poser aussi, c'est néanmoins quelles sont ces diversités? Comment vous les expliqueriez? Et en quoi, c'est la dernière question, cette philosophie antique se distingue-t-elle de la philosophie moderne? Mais avant que vous me répondiez, je gage que nos amis Alexandre Adler et Marielle David ont aussi leurs questions. Alors c'est à vous, chère Monique. Merci Blandine, mais d'une certaine façon le texte d'Épicure que vous avez admirablement commenté résume à lui seul les principales thématiques de la philosophie grecque. Tous les philosophes évidemment n'ont pas adopté le même point de vue qu'Épicure, mais tous ont posé le même type de questions. Et c'est tout à fait extraordinaire pour une philosophie qui s'étend sur presque 10 siècles et avec de très grandes oppositions entre ceux qui l'ont illustrée. D'abord, il y a peu de choses en commun entre les présocratiques et Socrate et Platon. Une réelle opposition entre Platon et Aristote, même si à mon sens ils sont beaucoup plus proches qu'on le dit souvent, oui. Et un franc décalage en tout cas entre les philosophes postérieurs, en particulier les stoïciens et les épicuriens par rapport à Aristote. Je ne parle même pas de la succession néoplatonicienne, néo-aristotélicienne et byzantine. Quels sont les thèmes qui feraient l'unité de cette philosophie voilà. Qui s'étend encore une fois sur plus de 10 siècles. Là, je demande à nos auditeurs de se représenter le défi qu'il y aurait à trouver des points communs entre la philosophie du Xe siècle et celle d'aujourd'hui. C'est vrai, c'est un sport délicat. Il y en aurait fort peu. Or, la philosophie antique a réussi à relever ce défi de garder une véritable unité de thématiques et de problèmes dans un monde qui s'est totalement transformé, puisque, comme vous l'avez rappelé, on est passé de l'époque de la glorieuse indépendance des cités au 5e siècle, avant l'ère chrétienne, jusqu'à la mise en place de l'Empire byzantin, c'est-à-dire un monde complètement différent. Donc, quelles sont les thématiques qui font l'unité de cette philosophie? Eh bien, d'abord, c'est à peine une thématique, mais c'est vraiment l'héritage le plus extraordinaire que nous devons aux Grecs. C'est le style philosophique, c'est-à-dire un style rationaliste, argumentatif, qui se distancie des évidences, de la réalité, des opinions, qui fait des hypothèses et qui démontre. Ce n'est pas comme ça que l'on faisait de la philosophie, entre guillemets, avant l'ère socratique. On parlait de manière beaucoup plus mythologique. C'est la mutation transposition européenne des sagesses par la philosophie grecque. Par l'invention d'un style philosophique. Et là, Platon, évidemment, a joué un rôle tout à fait majeur. Il est l'inventeur du style philosophique. C'est la formule de Alfred Le dialogue, Whitehead. vous pensez au dialogue? Pas simplement au dialogue, au type de démarche. Il y a quelque chose à connaître, on le connaît en définissant une thèse, en réfutant les objections et en faisant en sorte que la thèse que l'on retient soit
puisse être déduite d'un principe dont la vérité n'est pas contestée, soit ait été capable de résister à toutes les objections. C'est d'une certaine façon le moule de la rationalité classique qui a été mise au point, qui a été forgé et travaillé dans la philosophie grecque. Donc ça, c'est un héritage immense. Et quelles qu'aient été les oppositions entre les philosophes, entre Platon et Aristote, entre les stoïciens et Protagoras, par exemple, les sophistes, ils ont en commun cette pratique de la philosophie, cette exigence de la reddition des raisons, rendre raison. Oui. D'ailleurs, c'était en rapport avec des pratiques politiques qui étaient tout à fait répandues à l'époque de la démocratie grecque, le logon d'Idonai. C'est le règlement de compte. On demandait aux stratèges de venir rendre des comptes devant les citoyens. Eh bien, on demande à qui défend une thèse de rendre des comptes à ceux qui font des objections. Ça, c'est une thématique. Premier point. Alors, deuxième point pour cette unité. À quelque chose de plus substantiel, donc qui a trait au cœur de la philosophie. Mais encore une fois, il y a tout dans le texte d'Épicure. D'abord, le moi. La position de l'intellect humain et d'une certaine manière de toutes les facultés psychologiques humaines, qui sont en grande partie des facultés intellectuelles accompagnées des désirs, comme source de l'autonomie de l'être humain. Tous les penseurs grecs, depuis les présocratiques jusqu'à la tradition néo-platonicienne et à Plotin, ont centré la philosophie sur l'intellect humain, dans l'affirmation de son indépendance. Oui. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, qui, d'une certaine manière, positionne la philosophie grecque comme à l'origine, sans doute, d'une des traditions philosophiques les plus puissantes de notre temps. L'esprit chez Épicure, c'est les prénotions, les prolepses, comme on dit, n'est-ce pas ? Absolument. Mais Épicure ne cesse de le dire. Quand il dit soin de son âme, l'âme est le principe à la fois intellectuel et ontologique qui donne cette réalité, qui est la traduction immédiate de cette autonomie de la personne humaine. Et d'une certaine façon, cette position philosophique explique la postérité de la philosophie antique. Descartes, d'une certaine manière, est un stoïcien, c'est-à-dire qu'il affirme clairement la capacité de l'entendement plutôt que l'ordre du monde. L'entendement humain à comprendre. Et bien sûr, l'entendement humain n'est pas l'intellect divin, ça va de soi, mais d'une certaine façon, il est de la même nature que l'intellect humain. Et ça, c'est une thèse qui est partagée par tous les philosophes de l'Antiquité, presque l'affinité de nature entre l'intellect humain et l'intellect agent, qui va jusqu'à une possibilité d'assimilation à Dieu. Platon dit dans le Théétète, l'homme peut aller jusqu'à s'assimiler à Dieu. Aristote parle de l'intellect agent, qui appartient en partie à l'homme et qui est l'intellect même de Dieu. Je ne parle même pas des stoïciens qui sont en résonance avec ce thème. Ça, c'est le deuxième thème fondamental. Oui. Et un troisième, vous en avez un troisième, puis après je peux... Alors, le troisième thème, il est beaucoup plus lié à la philosophie pratique, à la morale et la politique. Les actes humains sont susceptibles d'être envisagés sous l'angle des normes. Les actes humains ont une rectitude intérieure. Qu'il s'agisse de l'action morale, qu'il s'agisse de l'action politique, qu'il s'agisse de l'action de l'artisan même et de la technique, il y a une bonne façon de faire, une bonne façon d'agir. Une sorte de rectitude intérieure qui fait que toute la philosophie morale et politique de l'Antiquité, ça c'est un point commun à tous les philosophes, doit répondre à la question de la définition de cette norme interne de rectitude. Aussi bien pour l'action morale, la bonne action, que ce soit pour Aristote ou pour Platon, c'est l'action d'une certaine façon qui est droite en elle-même et étant droite conserve l'ordre intérieur de l'âme. Je vais peut-être vous interrompre une minute pour demander à Alexandre Adler si éventuellement sur cette question de l'unité de la philosophie antique, il a une question à vous poser ou quelque chose à dire. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ce qui est absolument fascinant à écouter l'exposé que j'ai entendu jusqu'ici, c'est en fait de comprendre que, bien entendu, c'est cette philosophie antique, c'est ces résultats finalement globaux de la philosophie antique qui a profondément transformé le judaïsme et non l'inverse. Oui. Parce qu'on pourrait penser au fond que tout cela changeait l'ordre et l'ordre de ses désirs plutôt que celui du monde. Ne pas nuire, par exemple, qui est tout simplement un souvenir d'Hippocrate, bien entendu, et aussi de toutes les collections hippocratiques qui ont influencé non seulement la médecine, mais aussi la philosophie épicurienne en général. Eh bien, toute cette réépilogation
eh bien, elle a été très, très profondément présente dans la pensée juive et dans la manière dont petit à petit elle a élaboré un corpus pour pouvoir transmettre le judaïsme à son tour, et comme la philosophie antique avait réussi cette transmission. Et ce n'est pas l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une judaïsation, là en l'occurrence, de la philosophie antique, il y a au contraire une entrée massive de la philosophie antique dans la pensée juive. D'ailleurs, on le retrouve dans la fascination qu'a exercée la pensée d'Épicure et dans le fait de faire finalement, car c'est la grande option que fait Antigone de Sceaux, qui est le véritable moment du tournant, anticipation favorable au stoïcisme et non à l'épicurisme. Épicurès, dans l'hébreu qui est lui-même plein de néologismes du Talmud, c'est effectivement l'épicurisme que l'on dénonce parce que c'était véritablement une philosophie qui a une force extraordinaire, notamment pour le parti hellénique qui est en train de tourner la page de la tradition. Monique, je vous vois hocher la tête. Alors, vous êtes d'accord avec Alexandre Adler sur ce point ? Je suis tout à fait d'accord. Et l'influence grecque sur le judaïsme est considérable, ça va de soi. D'abord dans les et non l'inverse, comme on le croit aujourd'hui. Mais comment aurait-il pu en être autrement ? C'était en quelque sorte une totalité culturelle. Le monde grec est échappé à la tentative d'acculturation totale que ce monde grec imposait à toutes les cultures, de exiger qu'on manifestât une résistance vraiment extrêmement acharnée. D'ailleurs, ça s'est vu avec la révolte des Maccabées. Mais si on saute quelques siècles, le rite de Pessa est évidemment inspiré de pratiques et des pratiques de l'époque. Ça a été tout à fait étudié. Et au moment où la philosophie juive s'est véritablement constituée à partir du 9e siècle, disons, c'est-à-dire une fois que l'époque des rabbins n'est pas passée, mais on est quand même sorti un peu de cette problématique, au moment où la philosophie juive s'est vraiment constituée avec ses concepts très forts jusqu'à Maïmonide, en tout cas dans cette première séquence, la discussion, le dialogue avec les philosophes de l'Antiquité a été un véritable défi pour le judaïsme. Comment tous les penseurs juifs auraient-ils pu résister à cette sorte d'interpellation, comme on dit aujourd'hui, qui était la philosophie grecque. Et ils y ont répondu, d'ailleurs avec beaucoup de talent. Je dois quand même mentionner un intermédiaire qu'on a beaucoup étudié au cours des dernières décennies. C'est le rôle des philosophes arabes. Puisque, comme vous le savez, Platon a été connu par la traduction des philosophes arabes. Et je souligne quand même cela. Ils ont été les traducteurs, et souvent les Juifs ont connu les textes grecs par les traductions arabes. Je reviens à la philosophie antique. C'est une question fondamentale que vous avez soulevée, Monique et Alexandre, et nous y reviendrons. Mais je reviens à une seconde question. Et les diversités, comment vous les expliquez ? Qu'est-ce que vous voyez dans ces diversités ? Et peut-être que vous pourrez, Marielle, poser à votre tour une question à Monique. Alors, ces diversités. Alors, les diversités sont innombrables. Autant l'unité est convaincante, autant la diversité ne peut pas être ignorée, ça va de soi. D'abord parce que les contextes politiques étaient complètement différents. Or, la pensée de l'action morale, la pensée de l'action politique est absolument solidaire de la métaphysique dans toute la pensée grecque. Donc les deux ne pouvaient être que liés. Le fait d'avoir quitté la période de l'autonomie des cités grecques, qui a été illustrée par la démocratie athénienne, et d'être passé à l'Empire, dans un monde cosmopolitique, comme le disent les stoïciens, qu'on voit se mettre en place avec Alexandre et a fortiori avec les philosophies ultérieures, a évidemment changé complètement la donne. Et l'autre élément d'opposition qu'on oublie quand même parfois de mentionner, c'est l'opposition entre la philosophie grecque et la philosophie latine. La philosophie antienne n'est pas simplement grecque. Bien sûr, la plupart des philosophes, même latins, écrivent en grec. Marc Aurèle écrit les pensées en grec. Mais la philosophie de l'Empire romain n'est pas tout à fait la même que celle de la philosophie du monde grec. D'ailleurs, on le voit à l'intérieur même de la tradition stoïcienne, entre les stoïciens grecs et les stoïciens latins. On n'a pas tout à fait... Et même un grand philosophe grec comme Polybe, d'origine grecque, n'est-ce pas, qui a apporté quelque chose, par exemple, à la philosophie politique qu'on ne trouvait pas chez Aristote, quelque chose d'autre, même s'il s'inscrit... Alors ensuite, les différences viennent d'abord des
des défis et des difficultés auxquels les philosophes étaient confrontés. La philosophie grecque n'est pas une philosophie détachée du monde où elle est élaborée. C'est une philosophie pour vivre dans le monde, pour penser le monde et pour vivre dans le monde. Ça, c'est une thématique fondamentale. Donc, la grande découverte, d'abord au début, avec Hérodote, de la pluralité des cultures, le choc fondamental qui a été la guerre du Péloponnèse et la pensée du relativisme, du naturalisme, opposée à une conception d'un absolu du bien. Donc ça, ce sont des clivages qui ont été véritablement fondateurs pour la philosophie grecque. Vous avez les sophistes du côté du conventionnalisme, c'est-à-dire c'est la grande thèse de Protagoras, les hommes peuvent avoir l'initiative d'une loi, d'un nomos, et cette loi fait autorité, elle est norme, par opposition à une autre tendance philosophique qu'on retrouvera tout au long de l'Antiquité, la loi naturelle. Pas nécessairement naturelle, en tout cas dépasse l'homme, elle vient d'un être transcendant. Alors certains diront la nature, et là on a affaire à l'option naturaliste, d'autres diront un être totalement intelligible, qui est un concentré d'être en quelque sorte, et ce sera par exemple le bien de Platon. Mais dans ce cas-là, la loi échappe au homme. Même si dans ce cas, il y a toujours une résonance, encore une fois, je reviens à ma première réponse que j'ai faite à votre question initiale, une résonance entre la nature de l'intellect humain et la nature de cette intelligence suprême. Et puis, il y a surtout la question du relativisme. C'est la question le relativisme est véritablement une pensée forte dans la pensée grecque, enfin dans la pensée antique. Il y a des philosophes, la pluralité des cultures a été véritablement un défi, et il y a eu une tentative d'essayer de comprendre ce qu'il y avait de commun. Les sophistes, qui ont été les premiers à poser cette question, ont eu des résonances pendant toute... Monique, je vais laisser peut-être à notre amie Marielle le soin de réfléchir avec vous sur la distinction qui existe entre la philosophie antique et la philosophie moderne à partir, n'est-ce pas, au fond, des interrogations de la psychanalyse, dont on sait qu'elle a fait usage de la mythologie, mais a-t-elle fait usage également? Alors, avant de vous entendre, je voulais vous poser une question qui semble être une question assez classique, finalement. C'est est-ce que la philosophie a été un mode de réaction contre la tragédie grecque? Alors, je vais partir de quelque chose que je viens de faire avec par chance. Je suis allée voir Iphigénie de Racine. Et nous voyons là l'histoire d'une jeune femme qui doit être sacrifiée par son père parce que les dieux l'exigent. Bien. Et dans Racine, d'ailleurs, elle ne va pas être sacrifiée, finalement, parce que le christianisme est passé par là, parce qu'une autre... Alors, la question que je vais vous poser, c'est au fond... comment la philosophie régit la question de la mort. Vous voyez ? La philosophie antique, vous voulez dire. Parce que là, ce qui est extrêmement frappant dans le texte d'Épicure, c'est qu'on a bien l'impression que la philosophie sert à éviter la mort et à se sentir presque comme un dieu qui échapperait à la mort. Est-ce que vous pensez que cette question de la mort a traversé la philosophie, qu'il l'élimine ou que Monique, un mot, parce qu'il nous reste une minute, alors elle est à vous. Elle ne l'a aucunement éliminée. Il y a même peu de philosophie qui ait abordé cette question de manière aussi lucide et sans aucun euphémisme. N'oubliez pas que les stoïciens considéraient que la mise en scène de sa mort et la décision de la mort et le fait de partir de cette vie comme un théâtre, comme un acteur talentueux qui quitte la scène après son meilleur rôle, était extrêmement valorisé. L'attitude face à la mort résume pour tous les penseurs de l'Antiquité le concentré de la volonté humaine face à la nature et face à ce qui peut être imposé de l'extérieur. La tragédie, elle a été infiniment prise au sérieux par les Grecs. Prise au sérieux au point que Platon l'a considérée comme le danger maximal, mais encore en reconnaissait-il le pouvoir, et qu'Aristote la reconnaissait comme un des meilleurs moyens d'être introduit à la connaissance. Tous les philosophes ont pris au sérieux l'impact de la représentation artistique des images,
de l'imaginaire en général sur la formation intellectuelle. Alors, ça, c'est quelque chose qui est absolument fondateur. Merci dans leur Monique, pensée. c'est une réponse très nette. Et on met quand même une petite question d'actualité, Alexis. Une question d'actualité. Au fond, nos contemporains, on sait, n'est-ce pas, dans la période de catastrophe, de grandes transformations qui ressemblent un peu au déclin du monde antique, ont tendance à rechercher, au fond, des secours chez les anciens. Beaucoup de Alors, secours. vous qui connaissez l'actualité, à votre avis, au fond, qu'est-ce qui leur serait le plus utile? Alors probablement, là j'essaye de synthétiser ce qui a été dit, qui est absolument passionnant par Monique, quant au Sperber, par Alexandre Adler aussi. On assiste sans doute, comme jadis sur le judaïsme, à une hellénisation de l'Europe post-chrétienne, contemporaine. Aujourd'hui. Oui, le soin de l'âme, au fond, est central aujourd'hui, et on essaye, sans doute inconsciemment, de le soustraire aux philosophies de la volonté et de la subjectivité qui ont dominé la modernité européenne. Voilà. Merci Alexis. C'est une des réponses que vous auriez pu nous donner, Monique, mais on vous fera revenir à propos de la philosophie moderne, parce qu'évidemment, il y a de grandes différences que nous n'avons pas eu le temps d'évoquer. Mais je vous remercie beaucoup. Et c'était une aide magistrale pour essayer de récapituler, n'est-ce pas, tout ce que nous avons vu en courant, malheureusement, sur la philosophie antique. Merci à tous.